Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici. Merci à Benoît qui m'a tordu un bras pour que je sois ici. Non, c'est vraiment, c'est évidemment une blague. Je suis bien content d'animer ce premier panel. Je pense qu'on a une belle vision, je dirais 360 degrés des enjeux, des défis, mais aussi des possibilités puis des avancées qui ont été réalisées au cours des dernières années en matière de régionalisation de l'immigration. J'ai demandé à tout le monde, sauf, je crois, M. Demers, si je peux vous appeler par votre prénom. Alors, je vous vois et j'appelle par... C'est bon? OK, parfait. Alors, le panel va... Peut-être trois thématiques qui peuvent être décrites par 3 mots. En fait, situation, distinction et mobilisation. Donc, je commencerai par vous, Lisiane, en termes de la situation du point de vue de votre organisation. Comment vous voyez la situation de la régionalisation de l'immigration? Bien, je vais peut-être commencer par spécifier qu'est-ce que c'est Éducation internationale, parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui nous connaisse dans la salle. En fait, Éducation internationale, c'est un organisme qui appartient au réseau scolaire du Québec. On a plusieurs mandats, mais notamment un mandat qui nous est donné par le réseau scolaire, donc les centres de services scolaires, les commissions scolaires, et aussi le ministère de l'Éducation du Québec, de faire la promotion des études au Québec en formation professionnelle, puis ensuite d'accompagner des candidats internationaux à venir s'établir au Québec pour étudier, faire des diplômes d'études professionnelles. Donc, nous, comment on évalue la situation? C'est certain que quand les candidats internationaux ont des projets d'études pour venir au Québec, ils ont un réflexe facile de dire « je vais aller à Montréal ». Donc, pour les mêmes raisons que les autres immigrants, on imagine. Ceci dit, quand on arrive à leur parler des régions, des établissements, puis de leur démontrer qu'il y a une saveur locale, qu'il y a une plus-value à aller s'établir en région, bien, on réussit à les intéresser. Puis nous, vous dire, là, c'est des centaines d'étudiants chaque année, des candidats internationaux qu'on accompagne puis qui vont s'établir, qui vont étudier en formation professionnelle. Puis c'est plus de 65 qui vont dans des établissements qui sont à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, par rapport à la statistique que vous nous avez présentée plus haut, là, on voit vraiment que le réseau scolaire a quand même un pouvoir d'influence pour régionaliser l'immigration. Puis peut-être vous donner quelques chiffres là, pour vous permettre d'avoir un ordre de grandeur sur c'est quoi en fait la formation professionnelle. Hein. J'imagine qu'ici dans la salle, la plupart des gens, ce sont des universitaires. La formation professionnelle a longtemps été dévalorisée. Hein. C'était comme la voie de la deuxième chance. Mais pourtant, aujourd'hui, demander un électricien puis un maçon, s'il gagne bien sa vie, puis je pense qu'il va peut-être avoir un petit sourire en coin. Il ne voudra pas vous dire la vérité. Puis il y a un vent de changement en ce moment à la formation professionnelle. On a un ministre de l'Éducation qui y croit beaucoup. On met beaucoup l'emphase sur valoriser. Il y a des comités de valorisation de la formation professionnelle qui se sont mis en place. C'est 120 000 élèves en formation professionnelle. Il y a un 7-8 d'élèves internationaux qui fréquentent le réseau, qui sont dans 174 établissements à travers le Québec, dans toutes les régions du Québec. Il y a 17 de ces établissements qui sont sur l'île de Montréal. Il y en a un autre 17 qui est dans le CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est plus de 65 des établissements qui se retrouvent à l'extérieur de la grande communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on voit vraiment là, que, avec le réseau scolaire a vraiment un pouvoir d'influence sur la régionalisation, puis on y arrive plutôt bien, en fait. Là, les statistiques le prouvent. OK. Merci. Très intéressant. Merci. Luc, sur la situation de la régionalisation, selon votre point de vue? Bien, tout d'abord, je vais placer un peu le contexte. Qui sommes-nous, Place aux Jeunes? Place aux Jeunes, c'est un réseau de 100 agents qui sont dans 85 MRC au Québec, donc on couvre l'ensemble des régions du Québec. Par année, grosso modo, on a environ 7000 jeunes qui s'inscrivent sur notre plateforme. On a 25 000 comptes employeurs, donc pour faire les liens, parce que personne ne va déménager en région s'il n'y a pas d'emploi. Et il y a 70 000 personnes d'inscrits, des jeunes en bas de 35 ans, des jeunes qualifiés qui souhaitent venir s'établir dans les régions. Fait que je vous dirais que, il y a quelques années, si j'étais venu, je vous aurais parlé que nos chiffres au niveau de l'immigration des participants étaient autour de 30. La dernière année, on est à 40 %, donc il y a une augmentation de plus en plus de personnes qui arrivent au niveau de l'immigration pour venir s'installer. Des jeunes qualifiés passent par les services de Place aux Jeunes. Et là, j'entends ma collègue qui dit qu'il y en a beaucoup qui viennent étudier en région pour des DEP. Bien, moi, je dis,
On devrait travailler à les retenir également après les études en région. Fait que je trouve que la situation s'améliore. On le voit tantôt avec vos chiffres que vous avez présentés. On est de 18 à 29 %. Il y en a encore beaucoup trop, tant qu'à moi, qui restent dans le Grand Centre de Montréal. Mais je pense que des journées, des colloques comme aujourd'hui vont faire qu'on va pouvoir mieux travailler ensemble puis augmenter ce chiffre-là. J'aimerais ça de venir dans un prochain forum puis qu'on soit à 50 %. C'est un rêve, mais je pense qu'il faut voir grand. Donc, ça va bien, mais il y a encore beaucoup de place à l'amélioration là, dans chacune de nos régions pour accueillir plus de personnes immigrantes parce qu'on a des grands besoins au niveau de la main-d'œuvre. Puis ces gens-là, quand ils arrivent, on l'a vu tantôt, hein, ils aident au niveau du dynamisme des collectivités, au niveau de l'économie. Fait que je pense qu'il y a de la place encore là, pour accueillir encore plus de gens dans nos régions. On n'a pas toujours le réflexe de penser aux plus jeunes aussi. Souvent, on pense aux familles, ce qui est très bien aussi, mais les jeunes qui viennent s'installer peuvent faire des formations aussi qui sont assez rapides et surtout très bonnes pour s'intégrer rapidement au marché du travail et tout ça. Donc, il y a des liens intéressants à faire. Merci. Jacques? Jacques Demers, dans le fond, je suis le maire de Sainte-Catherine, préfet de la MRC Mainframe, mais ici en tant que président de la Fédération québécoise des municipalités. Je pense quand même toujours un peu de faire le portrait de cette fédération-là. Plusieurs vous diront, bien, c'est les petites municipalités. Souvent, c'est appelé comme ça, la fédération. Mon vice-président est quand même maire de Victoriaville. La ville de Drummondville est membre chez nous. Rouyn-Noranda, Alma, on fera le tour du Québec, des villes. Mais c'est qu'on oublie de quoi est fait le Québec. Tu sais, le Québec est fait de petites municipalités. Pour bien du monde, une grande municipalité, puis il y en a qui vont dire que c'est encore petit à 100 000, mais il y en a 11 dans tout le Québec. Sur 1108 municipalités, là, il y a seulement 11 municipalités qui ont plus de 100 000 de population. Il y en a seulement 100 sur les 1100 qui ont plus de 20 000. Pourtant, si on fait le tour de la salle, puis on demande aux gens qui viennent des villes de 20 000, est-ce qu'ils viennent d'une grande municipalité? Ils vont vous dire non. C'est que le Québec, le territoire est fait de petites municipalités. On oublie que présentement, si vous regardez les chiffres de Montréal, c'est pas 2 millions, mais c'est 1,8 million, 1,9 million de population, sur tout près de 9 millions. Mais tout le monde nous dit qu'il y a 50 % de la population qui habite Montréal. Bien, Montréal, OK, prenons les banlieues, prenons la communauté urbaine. Même avec toute la communauté urbaine, on n'est pas rendu à 50 % de la population. Pourquoi qu'on a l'impression qu'il y a Montréal, puis après, il y a tous les autres? De là où je suis bien d'accord avec Luc. Question de pourcentage, on devrait être capable de se retrouver là-dessus, de se retrouver au Québec avec un ratio qui se ressemble, tout en laissant le choix aux gens d'habiter là où ils veulent habiter. Mais je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Puis je me souviens, il y a maintenant 5 ans, quand j'étais président de la première édition, de dire à quel point je trouvais que nos régions n'étaient pas très bonnes. Ça avait été ça, mon discours. Je dis, oui, OK, on va parler de Montréal qui réussit, on parlait de Sherbrooke. Déjà, à ce moment-là, je trouvais qu'il y avait quand même de ce côté-là une belle vie, puis actif et tout ça. Mais tantôt, quand j'écoute la personne qui vient du Congo, qui habite maintenant Magog, qui est la MRC dans laquelle j'habite, puis oui, son festival, manquez pas ça, c'est extraordinaire, ce qu'il fait au centre de cette ville-là, mais ce qu'il amène comme apport. Que, ben, je vais arrêter, hein, parce que je vais en parler longtemps. Sûrement qu'il y aura d'autres questions. C'est très intéressant. Mais le pire, c'est que je pense sérieusement que dans ça, je devrais beaucoup plus être assis aux tables et écouter le monde qui est ici qu'être en avant, parce que le monde municipal, puis j'aurai peut-être la chance d'expliquer tantôt notre rôle là-dessus, on a beaucoup à apprendre. Non, puis ça fait penser aussi qu'on a tendance à des petites municipalités, je mets des guillemets, puis aussi des PME. Ouais. On pense souvent des grandes entreprises et tout ça, mais le Québec, c'est quoi? 98 % ce sont des PME, donc il faut aussi, c'est là qu'il faut regarder aussi beaucoup. Là. Merci. Dario? Il n'y a pas de micro? Bon. Allô, allô. Voilà. Donc, pas de présentation, pas de micro. Delphino, c'est tout. Une blague. La situation de la régionalisation, vue des yeux du ministère, c'est sûr que tantôt j'ai avancé un chiffre très important. Ce chiffre, c'est la compilation des personnes qui sont rentrées en 2022 puis qui étaient toujours présentes sur le territoire 2024, sur la communauté métropolitaine de Montréal, à l'extérieur, pardon.
Donc, c'est passé de 18% à 29,1%. Mais si on prend la région métropolitaine de Montréal cette fois-ci, ce pourcentage est passé de 23% à 36,2%. Donc, c'est évident qu'il y a quelque chose, c'est les efforts concertés du milieu et des ministères qui travaillent là-dessus, qui font en sorte que les personnes ont de plus en plus envie de se trouver en région. Pourquoi? Et la clé, je l'ai mentionné tantôt dans la locution, c'est encore l'existence de services d'intégration pour ces personnes. Comment on arrive à s'assurer que la personne ou la famille arrive dans une communauté particulière puis elle peut s'épanouir. Donc, du côté linguistique, du côté de l'emploi, de la reconnaissance des compétences pour occuper des emplois à l'auteur de ces diplômes, etc. Fait que c'est évident qu'il y a un mouvement assez important et dans peu de temps relativement, parce que la régionalisation, ce n'est pas nouveau. Le ministère de l'Immigration, ça fait au moins 40 ans qu'il fait de la régionalisation. Mais il y a eu ces dernières années, disons, une concertation accrue, une prise de conscience accrue que la régionalisation, elle se travaille partout les acteurs du milieu. Donc, ce n'est pas le ministère qui va réussir seul, ou la Fédération de Cégep, ou le milieu municipal seul. C'est tous ensemble, le ministère, le gouvernement provincial, fédéral et les parties prenantes locales, pour s'assurer que les conditions propices à l'établissement, parce que c'est ça le défi aussi, il ne faut pas seulement attirer la personne, mais encore là, il faut qu'elle reste épanouie dans le milieu. Donc, voilà, je ne veux pas m'étendre sur tout, vous l'avez compris. Le ministère y a beaucoup mis des énergies dernièrement pour être présent en région, avec un réseau propre de services, le déploiement régional, 10 directions régionales, des programmes aussi axés sur les besoins spécifiques des localités. Donc, voilà, ça c'est notre regard sur la régionalisation. Merci. Merci. On sent là, que maintenant, on a dépassé le niveau de la sensibilisation, je pense aussi. Hein. Je sais que ça fait des dizaines d'années qu'on parle de la régionalisation. Là, on voit qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, mais il y a aussi, au-delà de ça, c'est vraiment les acteurs des milieux se mettent en marche et tout ça, puis ça fonctionne. C'est intéressant de voir ça. Justement, en parlant d'acteurs de milieu, bon, c'est certain qu'on parlait tout à l'heure, personne qui présentait, désolé, j'ai oublié son nom, l'idée de la collaboration, puis c'est super important, la collaboration à l'intérieur d'un territoire et tout. Mais soyons aussi réalistes, il y a un peu de compétition, si on peut dire ça comme ça, entre les régions. Et compétition dans le sens qu'il faut se distinguer un peu aussi pour pouvoir attirer, etc. Donc, je ne dis pas ça de manière... C'est HEC qui déteint sur moi, je m'excuse. Mais au-delà de ça, il y a vraiment... On mobilise pour se distinguer. Comment on fait pour se distinguer quand qu'un territoire devienne attractif, ait sa personnalité dans les yeux de nouveaux arrivants qui voudraient s'installer, par exemple? En fait, je vais porter mon chapeau puis vous dire que la présence d'établissements d'enseignement déjà dans certaines communautés ou tout près, puis évidemment, moi je parle des centres de formation professionnelle, mais ça va de même pour les cégeps puis les universités, ça apporte une valeur de plus. Et dire que les établissements ne sont pas seulement des lieux de formation. Mme Monpetit l'a dit dans son discours d'ouverture, ce sont aussi des employeurs. Et puis pour les immigrants qui ont des enfants, d'avoir des opportunités de formation dans les communautés aussi, ça peut être intéressant. Nous, on en a des exemples d'élèves internationaux qui ont étudié, par exemple, une Camerounaise qui est allée s'installer à Sainte-Marie-de-Beauce pour faire comptabilité, puis maintenant elle travaille dans son centre de formation professionnelle comme assistante comptable. Donc, la présence d'établissements d'enseignement, c'est certain que ça... Puis, chaque établissement a sa saveur et répond à des besoins du marché du travail localement. C'est sûr qu'il y a certains programmes de formation qu'on retrouve un peu partout sur le territoire. On a besoin d'infirmières auxiliaires partout, on a besoin de mécaniciens automobiles, mais forage dynamitage en Abitibi, il y a près de 15 000 postes à combler d'ici 2028 dans le secteur des mines. Puis c'est plus de 50 des postes à combler qui vont avoir besoin d'un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est certain que là-dessus, les régions peuvent jouer. On peut penser à le chantier Davy à Lévis. On peut penser aux forêts dans certaines régions aussi.
Donc, c'est certain que d'un point de vue de formation ou d'emploi, là, il y a toujours ça qu'on peut mettre de l'avant. Nous, ce qu'on voit aussi dans le secteur de l'enseignement, de la formation, de l'éducation, c'est des régions qui se regroupent ensemble. Entre paliers d'enseignement aussi, en Abitibi, par exemple, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, ils font des regroupements, donc en mutualisant leurs ressources, faire de la promotion de leur région, puis ils y arrivent très bien. On les croise dans des salons à l'international, puis ils sont là qui vendent haut et fort, là, et fièrement, l'Abitibi ou le Lac-Saint-Jean. Donc ça donne des résultats aussi. Là. On a parlé de compétition, mais il y a aussi de collaboration. Puis à Éducation internationale, ce qu'on fait, c'est qu'on amène aussi les établissements à s'asseoir ensemble puis à échanger leurs bonnes pratiques. Puis on voit beaucoup de collaboration. Hein. Quelque chose qui va fonctionner à Chibougamau va aussi fonctionner à Val-d'Or, puis ils vont s'échanger leurs bonnes pratiques pour être capables d'attirer. Parce qu'il y en a de la place. Là. C'est vous qui l'avez dit, là, il y a de la place partout en région. Donc, on s'échange de bonnes pratiques, puis sans être des compétiteurs, là, on peut collaborer aussi sur certains fronts. Oui, je disais compétition, c'était peut-être pas, le mot était peut-être pas était mal choisi, mais effectivement, la question de la mutualisation aussi des services et tout ça, ça c'est intéressant aussi dans cette logique de collaboration. Aussi pour attirer, mais pour retenir également, c'est bien évident là, qu'il y a cet aspect-là de la rétention qui est important. Luc? Bien, moi, je vais vous donner une recette. C'est la recette Place aux jeunes. En 2018, on avait grosso modo 1000 migrations de jeunes. Donc, une migration Place aux jeunes, là, normalement, c'est quelqu'un qui est diplômé autour de 28 ans. Souvent, maintenant, une jeune famille qui vient de s'installer en région. Pour faire un topo, là, imaginez ça. Et en 2018, on est allé au gouvernement et on a dit, nous, on va doubler la cible en 5 ans. On l'a réussi, mais on l'a réussi en travaillant toutes les MRC ensemble. Avant, il y avait un esprit un peu de clocher entre MRC. Tu sais, moi, je veux l'avoir dans mon territoire. Mais on a fait le tour, puis on a expliqué à chacun de nos partenaires promoteurs qui sont dans les MRC qu'il fallait travailler ensemble. Le gouvernement a besoin d'une reddition de compte. Il ne veut pas en avoir 85. Et c'est au global. Il faut travailler ensemble. Le but, c'est d'amener des gens en région, peu importe la région. Les gens vont choisir de s'installer dans une région selon leur intérêt, selon leur passion, selon ce qu'ils font comme sport. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit « ben moi, le ski, c'est important. » Il va peut-être aller dans ton coin, Jacques, parce que tu as un beau monde. Mais il faut y aller en fonction de l'intérêt des gens. On ne pourra pas amener tout le monde dans une MRC, même si c'est la plus attractive. Il y en a qui recherchent certains types de régions. Comme quelqu'un qui arrive à Montréal, une personne immigrante va choisir un quartier en fonction de ses attraits. C'est pareil pour une région. Fait que c'est important de ne pas avoir de compétition. C'est important d'avoir une collaboration puis de travailler ensemble. C'est ça la clé du succès, c'est vraiment d'échanger et d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour la personne, de répondre à son besoin. Fait que je comprends des fois là, qu'il peut y avoir des gardes de clocher, là, mais il faut vraiment pas s'enligner là-dessus. Là. Je ne passerai pas l'examen aujourd'hui avec mon compétition, moi, je pense. Puis pour c'était pas tout à fait sur ça, je me suis mal exprimé, mais c'est pas grave, c'est bon. Ben, en tout cas, moi, je l'ai bien entendu. Je l'ai dit. Je peux pas dire que j'ai été mal cité. Mais à place aux jeunes, là, pour que les gens se fassent une image, là, moi, je compare toujours ça au parachute. Quelqu'un qui arrive dans une région, qui arrive, peu importe de où il va arriver, il ne connaît pas personne, c'est un atterrissage des fois qui peut être douloureux. Place aux jeunes, on est là pour tisser le parachute avec la communauté, pour les aider à atterrir, leur présenter les services. C'est vraiment d'accueillir, intégrer et enraciner. J'aime pas le mot rétention. Je vous le dis tout de suite, là, aujourd'hui, si vous me parlez de rétention, moi, j'embarque pas. Moi, je veux pas, c'est pas de la rétention, moi, c'est de l'enracinement que je fais. Fait que je pense que c'est très important de travailler ces 3 facettes-là, d'être attractif. Oui, on a le Québec est beau partout, chacun a ses atouts, il faut juste jouer les bonnes cartes dans chacune région, puis s'entraider. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça amène des réflexions sur, que ce soit à travers l'éducation, l'emploi, évidemment, c'est fondamental, mais tout ce qui est, on pourrait dire un peu périphérique, mais les activités socioculturelles, le sport, toutes ces activités-là aussi, cette offre de services-là aussi, c'est très, très important ça, pour si je peux me permettre enraciner, justement. Faire un lien. Tantôt, on parlait du manque d'information. Bien, c'est ça la force qu'on a du réseau Place aux jeunes. Les 100 agents connaissent bien leur milieu. Ils sont informés. Ils savent ce qui se passe. Une personne qui arrive, qui dit « Y a-t-il une ligue de soccer ici? Comment ça fonctionne pour les CPE? Comment ça fonctionne le système de santé? » Les questions, bien, il y a quelqu'un qui est là, il y a un point de chute, il y a un agent Place aux jeunes qui va être là pour répondre. Puis lui, il connaît tout le monde. Il va prendre le téléphone et dire « Hey, tu as besoin d'un agent d'immeuble? J'en connais un, moi, je vais t'en référer. Si tu as besoin d'un appartement, on va t'aider. » Parce que mine de rien, l'année passée, on a 2200 migrations en région
Il y en a 700 qu'on n'a pas pu déménager, faute de logement. C'est un autre dossier que j'en connais bien, là, le manque de logement en région. Là. Fait que c'est ensemble qu'on réussit à trouver des logements. Si on n'a pas de réseau de contact, c'est difficile de trouver un logement. Mais quand on est bien dans leur milieu, on est capable de trouver. Il faut reconnaître le dynamisme des acteurs locaux aussi dans toute cette création de réseaux d'information aussi. Puis on n'a pas parlé du transport aussi. Là. Des fois, ça peut être un enjeu aussi qui est quand même assez important là, à ce niveau-là. Merci. Charles? Évidemment, je pense que je vous écoute, mais on entend toute la même chose. C'est l'écosystème toujours de ce côté-là. Puis je pense qu'on le doit. C'est un mot correct, ça, l'écosystème. Oui. ça enracine le monde tout ensemble. Mais je pense qu'il faut trouver la façon. Puis pour le rôle du municipal, c'est souvent, c'est pas nous autres qui connaissent le mieux ça. C'est d'être accompagné par les organismes sur oui, on va avoir le rôle d'y mettre l'infrastructure, de l'avoir le terrain de soccer, d'avoir ce qu'il faut. L'habitation, c'est bizarre, hein? Des fois, on va se dire, quand on est plus loin, il devrait en avoir plus. On entend parler des taux de 1% et moins dans plein de grandes villes. On oublie qu'en ruralité, le taux est en bas du 1%, est nettement en bas. Pourtant, on entend juste parler des grandes villes qui, à 0,1, 0,5, mais vous chercherez une habitation dans un village au Québec pour se rendre compte, c'est rare. C'est vraiment l'exception. Puis tu le prends quand il se présente. Quand on entend parler de la Côte-Nord, puis de la santé, les problématiques, tu as la chance de parler avec des médecins de ce coin-là. Ils disent la première chose, c'est l'habitation. Et bien, pourtant, moi, un médecin, il doit avoir moyen plus que moi de s'acheter une maison. Mais non, il dit il faut que ça soit disponible, il faut qu'il y ait ce qu'il faut sur place. Puis tout ce qui est fly-in, fly-out, on le répétait au premier ministre la semaine passée, c'est pas ça qu'on crée une communauté avec ces choses-là. Si on n'a pas compris que si ça veut être durable, il faut qu'il y ait de la place pour le conjoint, la conjointe, qui va joindre aussi une personne. On parle de l'emploi, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est des familles, c'est des gens qui habitent ces territoires-là puis qui en font les leurs le plus rapidement possible, qu'on est capable d'accompagner. Là, on a des régions fortes. On va aller chercher des ressources naturelles, évidemment. On va avoir d'éolien, il va se construire plein de choses. J'ai fait des entrevues la semaine passée, énormément, suite à notre congrès, où ce que le premier ministre a été dire aux gens, il faut que vous déménagiez en région. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça a fait réagir du monde. Je dis que certaines radios de Montréal, entre autres, se demandaient bien ce que le premier ministre est en train de dire là. Pourtant, il disait probablement ce que plusieurs n'osent pas dire, puis plein de gens qui nous parlent d'étalement urbain. Aussitôt que tu as l'impression que tu es en dehors d'une grande ville, tu fais de l'étalement urbain. Non, tu occupes le territoire, puis de l'espace, de mettre les mêmes normes pour construire, les mêmes zonages que si tu es en banlieue d'une grande ville. Quand tu te retrouves sur la Côte-Nord, ça n'a aucun bon sens. De l'espace, on a à ces endroits-là. On n'est pas en train de manger des terres agricoles, on n'est pas en train... Non, il y a de la place pour se construire puis créer des communautés qui sont capables de recevoir correctement les gens. Ouais. Ben, je voulais rebondir parce que Jacques a parlé de quelqu'un qui était médecin, qui voulait s'en aller là, dans le coin du Côte-Nord. Mais à Place aux Jeunes, là, on a des situations qui arrivent comme ça. C'était une personne qui est docteur en France, veut s'en venir travailler dans notre région, ici, dans la région de Victoriaville. Mais elle a l'emploi, elle a tout, mais avant de dire oui, elle dit « ça me prend un logement ». Fait que l'agent Place aux Jeunes qui est chez nous est allé visiter des logements en FaceTime pour lui montrer, pour qu'elle puisse choisir son logement, parce que si j'ai pas de logement, parce qu'elle est au courant qu'au Québec, c'est difficile, elle dit, je ne débarquerai pas même si j'ai un emploi. Je veux m'assurer d'avoir un logement puis de signer les papiers avant d'arriver sur le territoire québécois. Fait que c'est majeur maintenant. C'est pas juste la question de trouver l'emploi. Trouvez-moi le logement avant. Fait que, ça arrive souvent que maintenant, des personnes qui sont à l'extérieur du Québec, qui veulent venir dans les régions, passent par les réseaux Place aux Jeunes, puis les agents font une visite des logements, avoir un petit rapport. Fait que c'est quand même très important. D'avoir des acteurs locaux qui ont l'information, qui connaissent le milieu, effectivement. Ouais. Si je peux, juste rapidement, j'aime bien aussi, Jacques, votre position, parce que, bon, moi, je demeure à Montréal, mais je ne viens pas de Montréal, mais on s'aperçoit qu'en dépit de toutes les avancées qu'il y a eu sur la régionalisation, puis l'importance que ça a, je pense qu'on est tous et toutes sur la même ligne, là, ici.
c'est encore assez montréalo-centré comme approche, peut-être. Hein? C'est peut-être quelque chose qu'il faut un petit peu réfléchir. C'est important, Montréal, ça reste quand même la métropole et tout, mais notre approche d'immigration est encore montréalo-centrée, là, je trouve. Le ministère, si on regarde, il n'y a pas si longtemps, le seul bureau d'immigration, il est situé à Montréal. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses qui parlent. Là. Puis quand tu décides que les gens vont arriver, puis vont commencer à habiter un endroit un certain temps, puis là, on va les déraciner pour après ça, une autre fois, qu'ils viennent déjà être déracinés de là où ils partent. Je pense qu'on comprend tous assez rapidement la difficulté. Puis il ne faut pas voir ça comme... Des fois, les gens ont l'impression qu'on parle des régions, mais on parle contre Montréal. Quand Montréal, c'est un moteur économique incroyable pour le Québec. On a besoin, il y a sa place. Mais une région qui est prospère, là, ça sert à tout le monde. Ça nuit à personne. Puis une ville qui est prospère, ça ne nuit pas aux régions non plus. Quand on parle d'écosystème, le Québec n'est pas si grand que ça. Puis il y a besoin de tout le monde au travers. Là, tu sais, c'est... Mais justement, parlant avec le ministère, quand même une décentralisation de services dans les dernières années. Vous n'avez importante, effectivement. Oui, il faut l'admettre, il y avait cette position montréalocentriste, je veux dire. Mais vous le savez, et puis je l'ai dit tantôt dans l'allocution, depuis 2018, on a fait le virage justement d'aller s'étendre en région pour justement aller construire des écosystèmes plus locaux, plus propres à chaque région. Sur la question de comment les territoires on utilise cette compétition, je veux dire, c'est des marques. On va faire attention aux mots. Puis nous, on n'aime pas non plus le mot rétention, ce qu'on dit établissement durable, parce que c'est des implications différentes. C'est sûr qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les milieux qui sont préparés non plus, puis à quel niveau de préparation pour accueillir ces personnes. Monsieur Demers le disait tantôt, il y a des villes, les plus grandes villes, qui ont un historique d'accueil et d'intégration des immigrants, sont très préparées, très sensibilisées à cette cause. Mais dernièrement, on voit un phénomène des petits milieux venir vers le ministère pour dire « Et si on songeait à mettre en place un plan d'accueil et d'intégration, on ferait quoi ?» Donc, il y a comme un éveil, mais c'est sûr que il y a plusieurs éléments à mettre en place. Je ne reviendrai pas sur les questions des services existants. Vous comprenez tous le transport, le logement, les services de garde, etc. Donc, une première façon de se démarquer, c'est de justement vouloir aller dans ce sens. Le ministère a mis en place, je le disais tantôt, un programme pour appuyer ces collectivités à développer des projets qui vont faire en sorte d'attirer les personnes puis de les faire établir de façon durable. Ces projets, ils ont la forme des interventions dans tous les sens, un peu ludiques, un peu informatives, un peu de connaissance de la société québécoise, etc. Ils vont viser la mobilisation, la concertation. Fait que, il y a ça comme levier pour les plus petits milieux, mais c'est ouvert à tout, on s'entend. Le programme est ouvert pour toutes les villes, les municipalités et MRC, et aussi les organismes communautaires, parce que les organismes communautaires, dans l'attraction puis la sensibilisation, mobilisation, ils jouent un rôle assez spécifique, parce que des fois, c'est la première porte d'entrée des personnes immigrantes et de leurs familles en contact avec ces services. Le ministère, comme je le disais tantôt dans notre plan des régionalisations, le PAMRI, on s'est fait presque un devoir d'aller travailler l'attractivité des régions. Puis, justement, le plan, il a signifié un mouvement dans la façon dont on voit les choses pour travailler d'autres façons de faire venir les personnes. Tu sais, on disait tantôt, une fois que les personnes s'enracinent à Montréal, c'est difficile, une deuxième boucle d'intégration, etc. Et c'est pour ça qu'un des principaux objectifs de ces plans, c'est comment on fait en sorte que la personne ne passe pas par Montréal. Puis, je suis à la même place, ce n'est pas contre Montréal, mais cette façon est plus efficace. Comment on sensibilise déjà la personne qui candidate à l'immigration à l'international, justement, à voir le potentiel des régions. On a deux façons de faire ça. Nos agents d'aide à l'intégration qui sont répartis sur tout le territoire, ils vont travailler ces éléments de pré-départ. On est capable d'aller chercher la personne avant
qu'elles entrent sur le territoire pour aller justement faire la promotion des régions, puis montrer c'est quoi les attraits, c'est quoi les opportunités. Donc, un premier contact avec cette réalité régionale. Puis, une fois qu'ils sont ici, bien, on va s'appuyer encore sur notre réseau de partenaires, justement pour, si la personne n'est pas sûre ou n'a pas un lieu de destination identifié, de justement commencer un processus d'accompagnement pour la régionalisation. Comment on se démarque? Ben, c'est ça, en vouloir accueillir, mais en se préparant. Il faut préparer les milieux, parce que ce n'est pas tous les milieux qui sont au même niveau dans cette conscience. Tout à fait. Incluant les employeurs, bien évidemment. Et j'ajouterais rapidement, la régionalisation, c'est aussi très pertinent pour la francisation aussi, à quelque part. Ça facilite aussi la francisation, donc c'est un autre atout là, qu'on peut avoir. Si on passe au troisième sujet, si je peux dire, la mobilisation, justement, on en a parlé déjà un peu. Comment ça s'opère, là, notamment du point de vue peut-être de votre organisme et tout ça, comment la mobilisation se met en place? Bien, si les forces locales se mobilisent, avec qui ils peuvent travailler, en tout cas, une partie de la solution, c'est avec les établissements d'enseignement. Je reviens toujours au même, je m'excuse. Non, c'est je représente bien Éducation bon. internationale. Puis j'imagine qu'il y a des gens dans la salle ici, peut-être qui sont curieux. Là, j'ai 3 collègues dans la salle, on a un kiosque en arrière, vous pouvez venir nous parler. Les établissements d'enseignement sont toujours ouverts à travailler avec les acteurs locaux. On le voit dans plusieurs milieux, mais pas partout. Donc, à certains endroits, c'est naissant. Puis, la formation professionnelle, c'est une formation de courte durée, accès rapide au marché du travail. Ce n'est pas tous les immigrants qui sont capables de s'insérer en emploi. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile, même si on le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais quand on n'a pas d'expérience sur le sol québécois, on le sait, ça peut être plus compliqué. Une formation professionnelle, ça peut être aussi court que 9 mois ou même moins dans certains cas. Puis, on a accès au marché du travail. Je vais vous lire une citation de quelqu'un que vous connaissez tous, François Legault, qui date d'à peu près 1 an, en 2023, dans le cahier de consultation publique qui portait sur la planification de l'immigration. Il a écrit « Les étudiantes et étudiants étrangers diplômés de nos programmes francophones nous apparaissent comme des candidats idéaux, étant donné que ces personnes possèdent un diplôme québécois, qu'elles sont jeunes et qu'elles vivent déjà ici en français depuis plusieurs années. Elles constituent un bassin exceptionnel où recruter de nouveaux Québécois et de nouvelles Québécoises. » Le discours a un peu changé en 1 an, mais selon moi, ça, c'est pas très subjectif, c'est très objectif. Donc, en tout cas, invitation dans les milieux à ce qu'il y ait beaucoup de travail qui se fasse avec les centres de formation professionnelle. Puis, je pense que dans les milieux, souvent, on est porté vers les cégeps et les universités parce qu'ils sont plus visibles, parce qu'on les connaît plus, c'est des plus gros établissements. Mais bon, je vous ai donné des chiffres, les établissements de formation professionnelle sont là aussi, puis ils sont très près du secteur privé parce que la formation professionnelle, pourquoi elle existe? Pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc, l'ingénierie pédagogique de la formation professionnelle, elle est faite ainsi, donc elle est vraiment collée auprès des employeurs. Et la satisfaction des employeurs, des finissants en formation professionnelle, incluant les internationaux, elle est vraiment excellente. C'est surtout aussi, il y a beaucoup de stages, et puis on sait qu'au Québec, quand même, c'est beaucoup valorisé aussi l'expérience. On parle d'expérience québécoise et tout ça. C'est un bon moyen d'avoir un diplôme et une expérience en même temps via le stage aussi. Oui, puis puisqu'on parle d'intégration, justement, le fait que les élèves, pendant leur formation, ils font tous des stages sans exception, bien, ça les ancre dans le milieu, ça les enracine. On va utiliser ce mot-là, je l'aime bien. Puis souvent, les employeurs leur font des offres d'emploi avant même la fin de leur formation, puis à la diplomation, bien, ils sont dans leur milieu. Donc, croiser des mécaniciens haïtiens à Chibougamau, à Val-d'Or, on a une malgache qui est allée faire forage dynamitage, des parcours assez inspirants. Puis leurs histoires, c'est des histoires à succès aussi là, de régionalisation. Super, merci. Luc? Bien, la mobilisation à Place aux Jeunes est très, très présente dans chacun des territoires. Il y a beaucoup des gens, de nos partenaires promoteurs, qui sont les partenaires de Place aux Jeunes, qui ont aussi des ententes avec le ministère de l'Immigration ou qui travaillent avec des tables d'immigration au niveau local pour bien s'arrimer, travailler le plan d'intégration quand quelqu'un arrive sur nos territoires. Souvent, dans nos organisations, quand on a un nouvel employé, on fait un plan d'intégration sur quelques semaines pour quelqu'un qui arrive. Imaginez comment c'est important quand on accueille quelqu'un qui est de l'extérieur et qui ne connaît pas le territoire, d'avoir un plan d'intégration puis de bien connaître tout ce qui existe sur le milieu. On le mentionne souvent, l'emploi, ce n'est pas un enjeu. Moi, je dis toujours, c'est le après 5 heures. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur votre territoire après 5 heures? Qu'est-ce que mes enfants peuvent faire après l'école?
comment ça fonctionne. C'est ça la force de Place aux jeunes, c'est qu'on est capable de leur présenter tout ce qu'il y a comme opportunité. Et on le fait souvent par l'aide de nos séjours exploratoires. La plupart des gens vont rentrer, vont faire une fin de semaine de séduction. Donc, on a 100 cupidons qui travaillent à vendre nos régions, à les rendre attractives, puis à les présenter aux gens qui veulent venir dans les régions. Mais ces séjours exploratoires-là font que les gens, on va les mettre en lien avec des entreprises, avec des gens du monde municipal, avec des gens de leur secteur qui désirent travailler. Fait qu'on va faire des dîners-conférences, on va faire des activités avec eux autres dans la journée. On va leur montrer, on va faire vraiment une opération de séduction, leur montrer les plus beaux atouts qu'on a dans notre région pour qu'ils les convaincre de s'en venir. Et quand on sonde ces gens-là, 87% des gens disent « Si on est déménagé dans votre région, c'est parce qu'on a eu un séjour exploratoire qui nous a fait rêver un peu de ce que pourrait être notre vie dans votre région. » Puis souvent, les gens nous disent « Ça marche-tu, Place aux jeunes? Vous déménagez beaucoup de gens en région, mais il reste-tu? » Bien, on a fait une étude, puis plusieurs années plus tard, après 7-10 ans, les gens qui ont passé par le processus de Place aux jeunes, 85% sont encore en région. C'est des chiffres, 85%, c'est beaucoup, là. Jacques est un élu, il aimerait ça avoir 85% de taux de satisfaction. Peut-être que tu as plus que ça. Plus que ça. C'est bon. Mais je veux juste dire que dans le fond, la mobilisation, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Tout à fait. Très intéressant. Merci, Louis. Bien, je pense pour le milieu municipal, l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années, les MRC, puisque je pense qu'on parlait tout à l'heure des 1100, mais ce qui est important, c'est grosso modo les 88 MRC qui se retrouvent sur le territoire, qui, elles, ont tous quelqu'un maintenant qui travaille avec l'immigration, essayer de quelle façon on peut bien recevoir, comment qu'on peut. Des fois, on a un qu'on se partage en 2-3 MRC, qui évite aussi de la concurrence ou ce côté-là. On regarde pour la région de quelle façon on peut bien recevoir, puis à quel endroit qui, eux, serait le mieux de les écouter aussi au travers de tout ça. Je pense que c'est bien important. On travaille avec le ministère au niveau de la francisation aussi, à regarder, parce que moi, j'y crois beaucoup, à la francisation de l'immigration en région, puis ça va tellement être merveilleux. Ils vont avoir des accents du lac Saint-Jean, des accents d'un peu partout qui vont se donner. Ça va être automatique. C'est ça qu'ils vont vivre sur le terrain, tu sais. Pourquoi pas, tu sais, je me dis, puis c'est une façon naturelle, puisque la francisation, dans la majorité de notre territoire, assez facile de ce côté-là. On est la bonne place, c'est ça qui est visé de ce côté-là. Puis on a aussi un prix qui s'appelle Éric Chérubin, qui est l'ancien maire d'Amos, qui était d'origine haïtienne, qui est arrivé là-bas, il enseignait, devenu le maire. J'oserais dire le chouchou de l'ensemble du Québec au niveau municipal. C'était un monsieur avec un sourire extraordinaire qui nous a amené sa façon de faire qui était différente, mais l'approche communautaire, large, tu disais, ils sont bien chanceux de l'avoir eu à Amos. Si on peut en avoir d'autres comme ça qui, sur l'ensemble du territoire, ça va être un plus pour tout le monde. Tout à fait. La question de la francisation, c'est intéressant, les trois perspectives, parce qu'ils sont totalement liés, les trois. L'éducation, stage, activité, le milieu de vie et tout ça aussi. Là. Et grâce aussi, évidemment, à des politiques institutionnelles. Alors, le mot... Parfait. Donc, la mobilisation selon le ministère, c'est sûr qu'on parlait tantôt, il faut s'impliquer. Ce n'est pas seulement soit le milieu institutionnel ou le milieu municipal qui va réussir des fois à mobiliser. J'ai le goût de partager avec vous. Je le fais parce que je sais que c'est dans le programme, puis je pense que plusieurs personnes ont entendu parler du projet du ministère. Donc, on a coordonné un projet assez important en matière d'attraction puis d'intégration des infirmiers et infirmières diplômés à l'international. Donc, il va être ici demain, je pense, dans un... Mais ça, c'est un vrai exemple des coordinations puis des mobilisations à tous les niveaux. C'est la première fois que trois grands ministères se mettaient ensemble pour dire qui fait quoi puis à quel moment dans le cheminement de cette personne. Il y avait avec nous le ministère, le M3S, avec Recrutement Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur, le MIFI, et après, le ministère de la Famille. Mais encore là, une fois que ce cheminement a été tracé, il fallait l'implication des parties prenantes locales.
Puis ça, on a réussi à le faire en mettant en place par la direction régionale du MIFI des comités de coordination opérationnelle dans chaque ville, là où les cohortes allaient arriver. Donc, je peux vous dire que ça n'a pas été toujours facile, ce type de comité, qui fait quoi et à quel moment, surtout dans un moment où il faut sortir juste un petit plus de nos cadres respectifs pour que le projet fonctionne. Mais ça démontrait donc que la famille était là, l'MRC des fois, le ministère de la Famille, pardon, l'MRC, la ville des fois, les organismes communautaires, le Cégep était avec nous. C'était vraiment un tour de force en matière de mobilisation, mais c'est l'exemple parfait pour voir comment on peut réussir. C'est sûr que c'est à plus petite échelle, c'est contrôlé, mais à plus grande échelle, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Je le répète, le rôle du ministère, c'est aussi de fédérer les efforts en région, et c'est la responsabilité des directions régionales, justement, pour chaque ligne d'affaires du ministère, de voir qui fait quoi, puis à quel moment, puis comment ces forces sont mobilisées. Je vais terminer en disant, le programme d'accompagnement aux collectivités, le PAC qu'on appelle, il y a un objectif spécifique justement de mobilisation. Donc les MRC, les villes, les organismes communautaires peuvent présenter des projets au ministère pour justement dire comment on s'implique, comment on mobilise les gens, parce qu'on l'a dit tous, on a dépassé l'étape de la sensibilisation, mais encore là, il faut quand même maintenir cette flamme vivante. Fait que voilà. Et encore le plan des régions du ministère, qui met l'accent sur l'attractivité, mais pour attirer, il faut que le milieu soit préparé puis qu'il soit mobilisé justement à accueillir. Merci beaucoup. Je vais profiter de ma situation pour faire un appel avec des collègues d'HEC, avec le Service Québec. Nous, c'est pas le PAC, c'est le PACTE. Pour l'accompagnement d'entreprises, d'organisations en fait, OBNL, entreprises privées, etc., pour mettre en place justement des programmes pour mieux accueillir des travailleurs, travailleuses immigrantes, etc. On cherche des candidats, des candidates, des entreprises, des organisations qui sont intéressées. À la limite, vous pouvez peut-être me retrouver sur LinkedIn. Je pense que c'est intéressant. On fait du coaching, on fait aussi de l'accompagnement donc individualisé avec des projets qui sont spécifiques à l'organisation elle-même et tout ça. Donc, j'avais annoncé à Benoît que je ferais peut-être une petite annonce là-dessus. On est intéressé à avoir des organisations de tout type, tout secteur et puis évidemment en région. Je tiens à vous remercier beaucoup. C'est intéressant. En plus, on améliore notre lexique et puis je vais retenir aussi. Non, mais c'est vrai, c'est bon d'utiliser des mots, on actualise notre vocabulaire. Puis je trouve qu'il y a aussi une très, très belle complémentarité dans tout ça. Donc, on parle de collaboration, etc., mais la complémentarité aussi des perspectives puis des actions, ça, c'est super important. Je tiens encore une fois à vous remercier. Alors, voilà. Merci. Merci. On sera à la période des questions. Donc, de vos histoires de succès que vous avez pu échanger, a peut-être émergé des questions ou des besoins de clarification. Donc, on vous invite, ma collègue Laurie est à l'arrière de la salle avec un micro. On vous invite, on a 7-8 minutes pour les questions. Si vous avez des questions ou commentaires à adresser aux panélistes. Donc, juste de lever votre main pour qu'on puisse apporter le micro. Dans le coin gauche, Laurie. Je cours. Et si vous voulez vous adresser à un panéliste spécifique, juste de nommer le nom. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Elima et j'habite à Thetford Mines. Je suis ici pour le soutien à Benoît qui a organisé l'événement. Mais j'en profite pour poser une question. Moi, je trouve que moi-même, ici, Elima, je suis une histoire à succès. J'aurais aimé des applaudissements. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Excellent. Je suis d'origine sénégalaise et je suis arrivée en fin 2011 au Québec. Je suis tout de suite allée vivre en Abitibi-Témiscamingue. Yes. Une région que j'ai beaucoup aimée. Je suis restée là-bas pendant 2 ans et mon conjoint a eu un emploi à Thetford Mines. On n'est jamais reparti parce que je suis tombée en amour avec cette ville.
il y a récemment, en mai 2024, j'ai fondé un organisme qui s'appelle Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches, parce que j'étais tannée de voir les femmes immigrantes avec plein de potentiel qui n'étaient pas capables de l'exploiter comme il faut. Donc, Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches, c'est pour appuyer les femmes, les valoriser et leur dire que vous avez de la place en région. On va rester en région, on va développer nos régions parce qu'on a de belles régions ici au Québec. Donc, ma question... Merci beaucoup. C'est pour ça que je disais que je suis une histoire à succès, parce que mon succès, je le partage avec des jeunes femmes en région. Alors, ça en est sorti une question. La plupart du temps, les femmes immigrantes suivent le conjoint. Et la plupart du temps, c'est ces femmes-là qui restent à la maison. Quand tout le monde va travailler, elles sont en train de rester seules, isolées. Elles n'ont personne à qui parler. Des fois, la santé mentale embarque. Le conjoint est intégré en entreprise. Il y a plein d'activités qui se passent en entreprise, mais la femme, elle reste seule. La preuve, c'est moi. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais seule et je vous dis que je pleurais la nuit parce que j'étais fatiguée émotionnellement. J'étais la femme qui devait être forte le matin, accompagner mon enfant à la garderie, mais quand je revenais, j'étais pliée en deux parce que j'étais épuisée. Alors, ma question à ceux qui sont là, qui accompagnent les immigrants, est-ce que dans votre planification d'intégration, de rétention, tout ce qu'on peut dire, est-ce que vous pensez à ces femmes-là, comment les intégrer quand elles arrivent ici? Parce que c'est vraiment un gros défi. Moi, je suis avec des femmes qui me disent la même chose. On est tanné de rester seul, on a du potentiel, mais on n'est pas capable de l'exploiter. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Peut-être juste allumer votre micro. Oui. Allô, allô, allô. OK, parfait. Donc, élément de réponse, le premier, c'est sûr que les politiques du ministère en intégration sont dirigées vers le candidat et sa famille. Donc, ça veut dire que si le candidat principal détient un statut d'immigration, mais sa femme et les enfants l'ont aussi, sont admissibles à toutes les activités d'intégration du ministère. Donc, premier service important à connaître, c'est Accompagnement Québec. Donc, l'agent d'aide à l'intégration est capable de produire un parcours d'intégration, un plan d'action individualisé qui va comprendre le candidat principal et sa femme, ou la femme qui peut être candidate principale et son mari et les enfants, justement pour essayer de briser l'isolement du conjoint qui doit rester à la maison pour plusieurs raisons. Ça se peut, exemple, qu'un couple vienne, puis un d'entre les deux y a décroché un emploi, mais l'autre soit en recherche aussi. Et justement, on essaie de travailler ces éléments. Donc, les agents, ils vont inviter, je prends l'exemple de la femme, ça peut être un homme aussi. Madame a se présenté à un rendez-vous d'évaluation des besoins, puis on va dresser un portrait socio-professionnel de la personne, puis on va le mettre en contact avec les réseaux des organismes communautaires, justement pour amorcer un cheminement d'intégration. Dans ce cheminement d'intégration, on va aller travailler des domaines très spécifiques, donc l'installation, tout ce qui touche la vie quotidienne. Donc, si madame, il y a exemple, besoin d'inscrire les enfants à l'école, de valider son permis de conduire, bon, bref, les organismes communautaires qui sont mandataires du ministère, ils vont faire ça pour madame, ils vont l'accompagner dans ces démarches. La vie collective, donc on va inviter madame à venir à des séances de formation pour voir pourquoi la société québécoise elle est très spécifique, elle est égalitaire, laïque, francophone, etc. On va référencer madame vers nos collègues ministère de l'Emploi, Solidarité sociale avec les agents d'aide à l'emploi, justement pour l'aider à sortir de la maison et se trouver un emploi à l'auteur de sa compétence. Si madame possède des diplômes, on va commencer un cheminement de reconnaissance des compétences avec nos conseillers en immigration et en reconnaissance des compétences. Et donc, francisation, on va déployer devant madame toutes les possibilités de francisation, à temps plein, à temps partiel, en soirée, formation asynchrone, etc. Et finalement, l'agent va être capable de diriger madame sur des questions plus techniques
concernant les démarches d'immigration, mais parmi les enfants, ça vient échéance, etc. Fait que la réponse, c'est oui. Toutes les politiques du ministère en matière d'immigration, ils vont viser le candidat principal et sa famille. Merci. Je crois que vous vouliez compléter, possiblement? Oui. Ton micro. Allez-y. Ben, j'ai pas de micro, fait que... Ah, voilà, j'ai un micro. Ben, juste dire, puis merci, votre question est tellement pertinente. Félicitations à vous, vous êtes vraiment une histoire à succès, en effet. À Éducation internationale, le réseau scolaire, on a une stratégie en 2 temps pour les conjoints-conjointes. C'est vrai que ce n'est pas toujours juste des femmes, ça peut être des hommes aussi. En partenariat avec le ministère de l'Immigration, où il y a les Journées Québec, donc la promotion là, pour les travailleurs de venir travailler au Québec. Éducation internationale, elle est présente, puis justement pour accrocher les conjoints et conjointes, c'est la raison spécifique pourquoi on est là, pour leur donner un projet aussi au Québec, de dire, venez faire une formation, les formations sont courtes, vous n'embarquez pas dans un parcours universitaire de 4 ans, une formation de 9, 10, 12, 18 mois, puis après ça, vous avez des compétences requises pour le marché de l'emploi, puis les formations, là, il y en a beaucoup plus que 100, là, donc on peut aller chercher dans un large spectre d'intérêts. Donc on a une solution en formation professionnelle pour les conjoints-conjointes. Puis, en ce moment, après avoir fait un projet pilote avec une entreprise à Rivière-du-Loup, on est en train de développer, on est vraiment au balbutiement, mais avec des entreprises privées qui ont beaucoup de travailleurs étrangers, s'ils veulent les enraciner. Ça prend un projet aussi pour les conjoints-conjointes. Donc, on essaie de tisser des liens avec les entreprises privées pour voir à offrir des projets d'études au Québec en formation professionnelle à ces conjoints-conjointes-là. Donc, s'il y a des entreprises intéressées dans la salle, on est là. Merci. On prendrait une autre question de la salle. Donc, de vos conversations, oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Issoufou Bidiga. Je suis originaire du Burkina Faso. Ça fait une vingtaine d'années que je vis ici. Je vais d'abord remercier les initiateurs de l'organisation du 3e forum, les panélistes. Je trouve que vous avez mené un débat très, très enrichissant. Votre initiative, ça a permis de connaître les participants, de savoir, bon, qu'est-ce qu'ils font. Alors, moi, ma question, je suis ici pour la bannière de Concepto Québec Inc. Concepto, c'est une agence de placement, justement, basé à Montréal, mais vous savez, comme dit, Montréal est saturé, ça fait qu'on travaille dans les régions. La plupart, c'est dans les régions, le lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, Granby, Sherbrooke, ça c'est des zones dans lesquelles nous desservons. Je voulais vraiment remercier justement cette structure, mais en même temps, ce que moi j'ai remarqué, voilà une structure qui fait justement la promotion, comment installer les immigrants qui viennent ici. Mais d'un côté, je regarde le discours des politiques, c'est comme il y a une contradiction. Alors moi, je voulais savoir, avoir votre point de vue. J'ai vu Lisanne qui a cité justement une citation du Premier ministre il y a une année. Son discours, quand je regarde les médias, c'est comme il y a un double discours. Alors moi, je voulais savoir votre point de vue par rapport au discours qui est mené. Je suis les débats, les médias, qu'est-ce qui se dit maintenant? C'est comme on dit, on a tellement de... Ces gens-là viennent ici, ces gens viennent ici, il y a tellement de monde. C'est comme on cherche à les chasser pour qu'ils aillent ailleurs. Alors donc, c'est ça, je voulais avoir votre point de vue par rapport... par rapport à qu'est-ce que le discours qui dit politique. Je peux comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui y arrivent. Si le débat était tourné autour comment mobiliser des ressources pour justement faciliter leur intégration, j'allais comprendre. Mais le discours n'est pas là, c'est comme le discours comment arriver à les faire quitter. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Est-ce que quelqu'un... Allez-y. Ah, bien sûr. D'habitude, il n'y a rien comme un politicien pour ne pas vouloir faire de politique. Là. Mais... moi, ce dossier-là, Fabien, des fois, je me fais poser la question. Parce que l'on me parle de nombres, on me dit 50, 75, 100 000. C'est quoi le chiffre? C'est quoi? Mais on n'a pas réellement à répondre à ça en région. On n'est même pas proche du pourcentage qu'on devrait présentement avoir. Il n'y en a pas de problème. J'ai plein de villages au Québec qui ont même des écoles qui sont en train de fermer. Ça fait que si la problématique de l'immigration, c'est d'être obligé de construire des nouvelles écoles,
des coûts supplémentaires pour la francisation, si c'est ça qui nous limite, bien, amenez-les en région. On n'a pas, cette problématique-là. Qu'est-ce qui se passe en Côte-Nord avec des professionnels, avec des infirmières, avec des médecins qui veulent... Ça va prendre du monde qui travaille dans tous les domaines là-bas, qui, de façon durable, habitent là, qui ne s'en vont pas là-bas en fly-in, fly-out, mais bel et bien des vrais travailleurs qui vont tenir. Il n'y en a pas de problème dans ces régions-là. On n'en parlerait même pas, selon moi, du nombre en immigration si on pourrait le répartir sur notre grand territoire aux endroits qui sont là puis qu'on a de l'espace. Quand on est en train de fermer des écoles, puis d'autres places, on entend crier parce qu'on ne prendra pas d'immigrants, parce qu'on se dit qu'on devra construire des écoles puis des infrastructures, peut-être qu'on a une occasion exceptionnelle de mieux répartir puis de mieux se faire connaître de ce côté-là. Merci. Donc, c'est le premier panel de ces 2 jours. Donc, il y a possiblement d'autres questions qui émergent et tout ça. Vous aurez sûrement d'autres moments ou des espaces pour pouvoir partager. J'aimerais vraiment remercier les panélistes qui ont cassé la glace avec ce premier panel. Donc, merci d'avoir participé à ces conversations. Merci. Merci.